Téléspectateurs de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, M. Cheikh Bakhoum. Bonjour. Bonjour Penda et merci pour l'invitation. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de la Belle TV? Alors moi c'est Cheikh Bakhoum, je suis ingénieur dans le domaine de l'informatique électronique et automatique, diplômé à l'École supérieure d'informatique électronique automatique de Paris. Et je dirige aujourd'hui l'Agence de l'informatique de l'État depuis 2014, après avoir été conseiller du chef de l'État dans le domaine de l'informatique. De manière concrète, l'Agence de l'informatique de l'État, quelle est votre mission? Alors, l'ADIE a en charge de mettre en œuvre la politique informatique définie par le chef de l'État. Et cette politique est axée surtout pour un peu mettre en place un système d'information harmonisé pour tout l'État du Sénégal. Nous savons tous aujourd'hui les systèmes d'information sont un enjeu majeur pour nos États et il était important de mettre en place une institution, une structure qui serait chargée de piloter cette politique informatique de l'État. C'est dans ce cadre-là que l'ADIE a été mise en place depuis 2004 pour un peu coordonner cette activité. Et nous avons en charge de mettre en place les systèmes d'information, que ce soit pour les administrations au niveau central, donc les ministères, les agences, les directions en général, mais également nous appuyons les structures déconcentrées et décentralisées, donc les mairies, pour véritablement leur permettre de se doter d'un système d'information qui leur permettra d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de l'information dans l'État, mais également de pouvoir se rapprocher beaucoup plus des citoyens. C'est dans ce cadre-là que l'ADIE a travaillé sur un important programme. Le principal, c'est le déploiement d'une infrastructure broadband dans tout le pays. Depuis sa création, donc avant 2012, nous avons déployé 500 km de fibre optique à travers Dakar, mais également quelques villes du Sénégal. Mais depuis 2012, le président de la République a décidé de démocratiser l'utilisation du broadband au Sénégal et plus particulièrement dans nos administrations. C'est pour cela, depuis 2012, nous avons déployé à peu près 4000 km de fibre optique, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un maillage complet du territoire, parce qu'aujourd'hui, les 45 départements du Sénégal sont couverts en fibre optique et la plupart de nos administrations sont aujourd'hui connectées grâce à ces fibres. Donc on peut citer les ministères, les gouvernances, les préfectures, mais également nos hôpitaux, nos universités qui aujourd'hui bénéficient de cette infrastructure broadband et qui peuvent mettre du service à valeur ajoutée qui leur permet vraiment de pouvoir bâtir un système d'information dans tout le territoire. Donc aujourd'hui, c'est ça l'acquis que nous avons en matière de broadband dans notre État, mais également l'ADIE a en charge également de pouvoir développer des services dématérialisés. Donc dans ce cadre-là, nous avons dématérialisé beaucoup de procédures dans l'administration, donc pour les ministères, mais également pour les mairies, les universités, les hôpitaux, etc. Donc clairement, aujourd'hui dans notre catalogue de services, c'est plus de 100 services dématérialisés qui sont aujourd'hui utilisés par ces administrations et qui permettent surtout aux citoyens de pouvoir entrer en contact avec les administrations sans pour autant qu'ils aient à se déplacer sur Dakar et à partir tout simplement d'un portail web qu'ils puissent interagir avec l'administration et que l'administration puisse leur délivrer des actes sans pour autant même qu'ils aient à se déplacer au niveau des services concernés. On peut citer des cas comme la dématérialisation du permis de construire,
C'était un casse-tête pour les Sénégalais et surtout pour les investisseurs. Aujourd'hui, si vous voulez construire une maison, pour avoir votre permis de construire, vous pouvez le faire directement en ligne. Et à partir de là, vous faites délivrer votre permis de construire en moins de 28 jours, vraiment en toute sécurité et surtout avec une célérité qui vous permet vraiment de pouvoir très rapidement avoir à disposition vos documents qui vous permettent de pouvoir construire vos bâtiments. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que dans les 45 départements du Sénégal, que tous les citoyens sénégalais ont accès à votre offre? Même pour les gens qui ne sont pas dans le pays, donc soit les Sénégalais qui sont dans la diaspora ou bien les citoyens du monde qui veulent aujourd'hui investir au Sénégal et qui ont ces plateformes à disposition et qui peuvent, à partir de là où ils sont, interagir avec l'administration sénégalaise. Il y a une formation derrière qui accompagne peut-être ceux qui ne sont pas très connectés à Internet? Oui, à ce niveau-là, nous faisons beaucoup de communication. Communication pour les citoyens. Donc on fait des spots publicitaires, en tout cas des spots de sensibilisation dédiés aux populations. Mais également, nous savons tous que pour réussir ce pari en tout cas sur la transformation digitale, il est important de mener en tout cas la conduite du changement. Donc pour d'abord les agents de l'administration qui effectivement avaient une certaine manière de travailler depuis en tout cas l'indépendance du pays. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de faire, en tout cas qui met le citoyen au cœur de l'offre de service public. Et je pense que le président de la République, Macky Sall, a demandé pour que cette administration puisse se transformer radicalement et véritablement être non plus cette administration de commandement, mais cette administration qui est au service exclusif du citoyen. À l'issue du 24 février, quels seront vos axes prioritaires? À la suite du 24 février, le président Macky Sall, dans son programme actuel, en termes de priorité, il a dit que l'économie numérique sera au cœur de son prochain mandat. Si toutefois il est réélu. Si toutefois il est réélu, et je pense qu'il le sera. Et à ce niveau-là, il est totalement, en tout cas, conscient qu'aujourd'hui, pour que le Sénégal puisse réellement, en tout cas, bénéficier de toutes, en tout cas, ces opportunités que va lui offrir donc les ressources naturelles qui sont en tout cas en cours d'exploitation, nous avons besoin de bâtir une vraie économie numérique, donc une vraie transformation digitale de notre administration et de manière générale de nos sociétés nationales, mais également le secteur privé, pour que véritablement qu'ils puissent en tout cas utiliser le digital comme socle et permettre à nos citoyens de pouvoir avoir l'ensemble des services dont ils ont besoin vraiment à partir du digital. Donc je pense qu'on a des exemples des pays qui ont réussi cette transformation. Vous avez récemment vu la présidente de l'Estonie qui est venue nous visiter et vous savez tous ce que l'Estonie représente en matière de digital. Je pense qu'au niveau de l'Europe, c'est quasiment le premier pays qui a pu réussir cette transformation digitale quasi intégrale des services de l'administration, mais également des services du secteur privé. Voilà, c'est cette transformation-là que nous voulons mener au Sénégal. Et le président Macky Sall veut assurer ce leadership et confier à l'ADIE, mais également aux autres structures de l'administration pour que nous puissions véritablement rentrer dans cette terre et permettre au Sénégal de mieux se positionner, comme l'Estonie s'est positionné en Europe, que le Sénégal puisse également se positionner en Afrique et être ce hub en matière de technologie. C'est pour cela d'ailleurs nous sommes en train de construire le parc des technologies numériques. Et ce parc-là va non seulement abriter les services de l'administration, mais surtout
donc des startups qui pourront se développer donc, avec ces plateformes qui seront construites au niveau de Diamniadio, mais également surtout attirer des investisseurs, en tout cas des grosses compagnies dans le monde qui évoluent dans le digital, hein, des grosses boîtes comme Accenture, Capgemini, qui pourront aujourd'hui s'installer au Sénégal parce que nous avons de la main-d'œuvre de qualité, des jeunes ingénieurs qui sont bien formés dans nos universités. Vous savez tous qu'aujourd'hui, en tout cas, le cursus au niveau de nos universités a été complètement renversé. Nous formions avant 2012 presque 90% de littéraires et 10% dans les filières scientifiques et techniques. Et aujourd'hui, c'est totalement, en tout cas, c'est en train de se renverser. Nous voulons produire plus d'ingénieurs, plus de médecins, plus de personnes qui évoluent dans la technologie pour pouvoir, en tout cas, satisfaire toutes ces multinationales qui pourront s'installer au Sénégal, mais également ces startups qui pourront se créer, générer de l'emploi et capter toute cette économie numérique qui va se développer dans notre pays dans les 5 prochaines années et permettre surtout au Sénégal d'être ce hub au niveau de l'Afrique et capter des capitaux un peu partout dans le monde parce que nous savons tous que ces multinationales ont besoin d'aller vite, ont besoin d'avoir des main-d'œuvre, en tout cas une main-d'œuvre de qualité et ont surtout en tout cas envie de pouvoir satisfaire leurs clients qui sont déjà dans le continent africain, mais également qui sont dans les autres continents. Nous savons tous que ces multinationales font travailler beaucoup, par exemple l'Inde, parce que l'Inde a réussi cette transformation digitale. On a énormément de startups qui se sont créées et c'est le même principe qu'on veut vraiment adopter ici au Sénégal. Ces startups, vous comptez les financer? Au niveau des startups au Sénégal, beaucoup de choses sont en train d'être faites, parce que si vous voyez aujourd'hui les incubateurs qui sont là, l'État les accompagne. Le CETIC par exemple est un incubateur de renom dans notre, en tout cas dans l'espace ouest africain, qui marche bon an mal an et qui accompagne donc des dizaines de startups. Et l'État a beaucoup contribué à ce que le CETIC soit aujourd'hui une réalité, parce que c'est l'État qui a mis à la disposition donc, du CETIC les bâtiments qui aujourd'hui les accompagnent en termes de financement pour permettre à ces startups de pouvoir rapidement se développer et en tout cas permettre à ces startups de pouvoir grandir très rapidement, en tout cas satisfaire non seulement les besoins ici au Sénégal, mais surtout pouvoir aussi capter des capitaux dans la sous-région et voire même au niveau international. Cher Baroum, vous êtes coloré? Oui. Vous êtes de quelle coalition ou de Alors quelle... moi je suis membre de l'Alliance pour la République depuis 2008, donc l'Alliance pour la République depuis 2008, et je suis également donc membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je milite au niveau de la commune de Grand Yoff qui se situe au niveau du département de Dakar. Comment se passe la campagne? De manière globale, alors, en termes de financement, sur le terrain, de stratégie. Je rappelle que vous accompagnez le président. C'est ça, donc la campagne se passe plutôt bien. Aujourd'hui, nous la menons avec beaucoup de sérénité parce que nous savons que nous avons le meilleur candidat donc, parmi les 5 qui se sont présentés. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer la vision du chef de l'État qui a proposé à son gouvernement de pouvoir instituer ce qu'on appelle aujourd'hui le parrainage. Le parrainage a permis d'avoir une meilleure visibilité dans notre démocratie parce que clairement en 2017 nous avons connu une élection assez particulière parce que c'était la première fois qu'il y avait 47 listes qui étaient en compétition. Donc c'était extrêmement difficile pour les citoyens pour pouvoir faire leur choix. Je pense quand même que c'était un handicap. Il fallait très rapidement réagir parce que 2 ans après, on est aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et c'était à peu près le même phénomène qui allait se reproduire.
Et quand même, grâce à la vision du chef de l'État, le parrainage a été institué. Et aujourd'hui, nous sommes dans une élection où il y a beaucoup plus de visibilité. On a juste 5 candidats. L'offre est beaucoup plus claire. Les Sénégalais auront beaucoup plus de possibilités de voir ce qui se trouve au niveau des programmes de ces 5 candidats et de faire leur choix en toute transparence, mais surtout avec beaucoup plus de sérénité. Et en tout cas, ces candidats-là seront beaucoup plus audibles. Hein? Donc, et les Sénégalais, je pense que feront leur choix très rapidement et il n'y aura aucune difficulté à ce niveau-là. Le parrainage est aujourd'hui une sorte de tri. Beaucoup de candidats ont contesté justement la liste officielle du Conseil constitutionnel. Je pense que tout candidat qui a contesté quand même ce parrainage-là n'est pas crédible. Voilà, sur 53 000 signatures, beaucoup disaient qu'ils avaient déjà le double, ouais, qu'ils n'avaient pas accès à la liste. Je pense que les Sénégalais savaient que c'était ces candidats-là qui allaient passer. Ceux qui ne sont pas passés, vraiment. Et je pense qu'ils sont de mauvaise foi. Et clairement, le parrainage a été extrêmement transparent. Et je ne vois pas à quel niveau, en tout cas techniquement parlant, un candidat pouvait être recalé en ayant ces 53 000 ou signatures. Monsieur Barroum, peut-on parler aujourd'hui de transparence quand juste avant ça, le Premier ministre avait déjà annoncé la liste officielle des 5 candidats? Moi, j'aurais fait la même annonce. Hein. C'était sur quelle base? Parce que c'est sur la base de ce que représentent ces candidats. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans une élection, c'est très rare qu'on ait plus de 5 candidats qui ont 1%. Donc si on regarde les dernières élections, ceux qui ont eu plus de 1%, ils ne dépassaient pas 5. Donc c'est facile de faire le calcul. Je pense que ce parrainage-là, c'est une bouffée d'oxygène pour notre démocratie. Très bien. Notre démocratie. Et n'importe qui aujourd'hui ne pourra plus prétendre à venir se présenter à l'élection présidentielle sénégalaise. Et je pense que cette élection, c'est une élection où, en tout cas, à mon avis, c'est une consécration, une carrière riche, une carrière dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est quelqu'un qui a quand même gravi les échelons, à qui on a confié des responsabilités, qui a fait ses preuves dans le privé ou dans le public et qui arrive quand même à cette station qu'un candidat comme Idrissa Seck, par exemple. Pour pouvoir gérer tout un pays. Mais n'importe qui ne peut pas se lever pour venir dire que je vais présider, en tout cas le Sénégal, sans pour autant avoir tous les bagages, sans pour autant avoir toutes les capacités, quand on sait toute la complexité qu'il y a dans la gestion d'un État. Vous, au même titre que les Sénégalais, vous pensez de manière générale qu'un chef de l'État doit vraiment passer par tout ce parcours politique? On a vu par exemple l'exemple d'Emmanuel Macron, président de la République, ministre de l'économie. Il n'avait pas pour autant la casquette politique et pourtant il a bien incarné ce changement. Je pense que le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, on va dire, c'est aujourd'hui considéré en France comme une exception, déjà. Et dans tout, il faut toujours des exceptions. Mais quand même, avec lui, je peux dire que, à mon avis, il n'est pas quand même quelqu'un de tout à fait neuf. Hein, et je pense que, quelque part, il s'est aussi préparé. Non seulement il a un très bon parcours académique, mais aussi il a su avoir, en tout cas, même si c'est dans une courte durée, avoir une expérience au niveau de l'État. Il a d'abord été secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de l'Élysée. Donc il sait à peu près ce qui se passe et comment se gère un État à partir de là-bas. Il a ensuite été ministre de l'économie et des finances de la France, donc de la 5e puissance pendant plusieurs années. Il a su également incarner une posture de chef d'État, donc démissionner pendant que, en tout cas, ce n'était pas trop évident pour lui.
il a su démissionner à une période donnée. Il a su aussi aller voir les Français. Il a su surtout proposer un nouveau projet, un nouveau projet politique pour la France. Et à partir de là, je pense qu'il a convaincu les Français et il est devenu donc le président de la France. On peut avoir le même cas de figure ici au Sénégal. Donc au Sénégal, malheureusement, on n'a pas encore un profil pareil. Ousmane Sonko ne se rapproche pas trop Non, pas du tout. Non, Ousmane Sonko, la plus importante fonction qu'il a eue dans l'État, c'est inspecteur des impôts. C'est pas suffisant? Je veux dire, c'est pas vraiment, c'est très très limité en matière de gestion d'un État. C'est vrai, les impôts, c'est important. C'est sur cette base-là que nous, en tout cas, nous gérons donc, en tout cas, la plupart de nos ressources au niveau de l'État. Mais clairement, Ousmane Sonko n'a pas du tout le profil au niveau de l'État. Il n'a pas su gravir les échelons, déjà au niveau de sa direction générale, et ensuite, encore moins dans l'État de manière générale. Et que dire des trois autres candidats? Idrissa Seck, Issa Sall et M. Madické Niang. Dans leur profil aussi et dans leur programme, peut-être ce qu'ils veulent proposer aux Sénégalais. Oui. Je pense qu'Idrissa Seck, c'est du déjà vu au Sénégal. C'est quelqu'un qui a été là. Il a occupé de très bonnes fonctions aussi. Qui a un mérite, parce qu'il a été directeur de campagne donc du candidat Abdoulaye Wade en 88, déjà très jeune, à l'âge de 29 ans. Et ensuite, il a accompagné le président Abdoulaye Wade en 2000 pour gagner. Donc voilà, donc la première alternance du Sénégal. Donc c'était un brillant cadre qui accompagnait le président Abdoulaye Wade. Mais le bémol, c'est que quand il a été aux fonctions, en tant que directeur de cabinet et ensuite Premier ministre, on a vu comment il a géré. Il y avait plus de discours que d'action. Il y avait plus de discours que de réalisation. Et à ce niveau-là, on a vu que de 2000 à 2004, il n'y avait quasiment pas de réalisation dans notre pays. Alors que c'était lui vraiment le numéro 2 de notre État et du parti présidentiel. Et il n'y avait quasiment pas de réalisation. On disait, pour le chahuter, que la seule réalisation qu'il a faite, c'était la ville de Thiès? Non, c'était le monument là, qui est à côté de la Médina, là, sur la corniche. La place du souvenir? Place du souvenir. Ou bien l'autre. C'était pas la place du souvenir, mais c'était le seul, en tout cas, la seule réalisation qu'on pouvait lui attribuer. Au-delà peut-être de quelques chantiers de Thiès, mais on a vu les chantiers de Thiès, il n'y avait pas grand-chose. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc clairement, je pense que les Sénégalais l'ont pratiqué. Et depuis 2004, Idrissa Seck, malheureusement, n'a ni agi dans le public, ni agi dans le privé. En tout cas, pas à notre connaissance. En tout cas, il revient en force pour cette présidentielle. Pendant 15 ans, quand on n'a pas eu d'activité sérieuse, c'est difficile quand même de revenir, dire qu'on a une nouvelle proposition pour le Sénégal. Et je pense qu'Idrissa Seck, c'est un candidat totalement dépassé. Le Sénégal vraiment progresse. On est en train de faire des pas de géant avec le président Macky Sall. Et le président Macky Sall n'a pas commencé en tant que président de la République à faire ses réalisations. Il a remplacé Idrissa Seck en tant que Premier ministre. Et Abdoulaye Wade lui-même, le président Abdoulaye Wade, a dit que c'est avec le président Macky Sall qu'il a réalisé tous ces grands chantiers que le président Idrissa Seck considérait comme des éléphants blancs. Toutes les grandes réalisations du président Wade, c'est sous donc, le Premier ministre Macky Sall qui a en tout cas bien coordonné l'action gouvernementale pour que les projets de Wade puissent sortir de terre. Et c'est ce qu'il a continué, en tout cas après 2012, pour vraiment aujourd'hui permettre au Sénégal de s'ouvrir complètement donc, à tous les niveaux en matière d'infrastructure, autoroute. On avait moins de 30 km avant 2012. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 km d'autoroute.
en moins de 7 ans. Donc il a réalisé vraiment, en tout cas, des choses qui n'étaient pas du tout imaginables pour les Sénégalais en matière d'infrastructure, en matière aujourd'hui d'éducation, ce qu'il a fait au niveau des universités. Également, c'est des réalisations qui sont incontestables. Hein? Donc l'université est en train d'être complètement transformée. Hein? Sur le volet pédagogique, des nouvelles universités sont en train d'être créées. Sur le campus social, aujourd'hui, avant donc son arrivée, on avait moins de 6 000 lits. Aujourd'hui, on parle de 12 000, 20 000 lits qui sont aujourd'hui disponibles dans les universités. Il est en train de mettre les étudiants dans les meilleures conditions. Les laboratoires étaient morts. Tout ça est en train de renaître. Le supercalculateur qu'on est en train de mettre en place au niveau de Diamniadio pour que la science soit aujourd'hui au cœur de notre économie. Donc clairement, vraiment, le président Macky Sall, je pense que si on poursuit cette dynamique, le Sénégal va donc être un pays émergent en moins de 20 ans.